Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. 24 heures en Alsace vous est présenté par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue pour une heure d'actualité 100% Alsace, 100% régionale, avec Éric Borner qui va officier sur cette scène. Ça sera dans quelques minutes. Il est magicien, il est mentaliste et il est né pour la magie, ce garçon born to be magic. Martial Lebrief, notre chroniqueur littéraire, est à Mayotte. Il nous envoie ses choix littéraires sous le soleil, avec notamment Assur Atoumani. Caroline Chetoshin organise la Zumba du cœur au profit de l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque. Ça sera ce samedi à ne pas manquer, on en parle ce soir. Et notre invité dans quelques instants qui nous rejoindra sur ce plateau, Monseigneur Luc Ravel, archevêque de Strasbourg. Avant cela, c'est le JT, Anna Britz. Bonsoir à tous. Au sommaire de ce JT, comment venir en aide aux femmes victimes de violences? Un colloque tentait d'y répondre aujourd'hui à Strasbourg, mais après 10 éditions, la réponse n'est toujours pas évidente. Il y a 10 jours, un jeune Lyonnais est immolé par le feu. Un geste politique pour dénoncer la précarité grandissante des étudiants et un geste qui résonne depuis. Les mobilisations se poursuivent, comme aujourd'hui à Strasbourg. Et puis à Paris, le 102e congrès des maires s'est ouvert ce matin en présence de nombreux élus alsaciens. Le dernier congrès pour beaucoup. À 4 mois des élections municipales, 40% des maires envisageraient de ne pas se représenter. Il y a 10 ans, la ville de Strasbourg organisait son premier congrès contre les violences faites aux femmes. Aujourd'hui se tenait sa 10e édition, mais force est de constater que pour beaucoup, la situation n'a pas encore changé. Alors que la parole des femmes a connu une libération sans précédent ces dernières années, les violences sont-elles en augmentation? On écoute Françoise B., adjointe au maire de Strasbourg en charge du droit des femmes et de l'égalité de genre. Depuis ces 10 ans, on voit d'ailleurs que l'assistance a nettement augmenté puisqu'on a commencé à 300 personnes et aujourd'hui on est à plus de 1000 personnes inscrites. Donc on voit tout l'intérêt de traiter ces sujets avec une population qui est en demande de compréhension par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui. On a cette impression qu'on dit beaucoup de choses, que les lois existent, mais il y a un trou dans la raquette. J'espère que le Grenelle sur les violences faites aux femmes qui a été lancé par le gouvernement donnera ses réponses afin que toutes les femmes qui aujourd'hui subissent ces violences, toutes les femmes qui sont assassinées, et on le voit tout près de nous et qui nous mettent dans un désarroi total, puissent trouver une réponse quand elles portent plainte. Le colloque aujourd'hui nous montre en fait que des dispositifs sont là, mais il va falloir trouver vraiment le bon roulement pour qu'on aille plus vite dans la justice. Et puis présente dans toutes les têtes aujourd'hui, Sylvia Auchter, tuée à coups de couteau par son mari le 10 novembre dernier à Oberhofen-sur-Moder. L'Alsacienne était le 131e féminicide de l'année 2019. Et alors que ce décompte se porte aujourd'hui à 136 victimes, l'action des forces de l'ordre et de la justice est mise en cause. 65% des femmes tuées par leurs compagnons avaient justement recherché la protection de la police ou de la justice. Et parmi les intervenantes aujourd'hui au colloque, Laurence Rossignol, ancienne ministre des Familles, de l'enfance et des droits des femmes, pointe un problème structurel. On l'écoute. Ce qui coince, c'est beaucoup de choses. D'abord, une culture collective qui fait que longtemps, les violences faites aux femmes ont été considérées comme des affaires privées. Longtemps, on a considéré que les meurtres de femmes et d'enfants, parfois suivis du suicide de l'auteur, étaient des drames passionnels, que donc la passion fait partie de la vie. La passion, c'est positif. Et on n'a pas voulu voir ce qui se passait en réalité, c'est-à-dire que ces femmes vivaient dans la terreur, et donc on a banalisé la violence contre les femmes, comme on banalise les violences sexuelles contre les femmes, comme on désigne mal par les mots aussi bien le viol que le meurtre des femmes. Il faut à la fois probablement renforcer encore la loi, mais il faut surtout changer la pratique judiciaire et donner aux juges, aux policiers et aux gendarmes à la fois des préconisations extrêmement fermes et aussi des moyens. La justice, la police et la gendarmerie ont besoin d'argent pour enquêter et pour instruire, pour protéger.
Et autre mobilisation, celle des étudiants. Une trentaine de personnes se sont rassemblées ce midi devant le palais universitaire de Strasbourg. Répondant à un appel du syndicat Solidaire, ils entendent ainsi dénoncer la précarité étudiante. Alors que le coût de la vie à Strasbourg est en nette augmentation, les jeunes ont de plus en plus de mal à se loger et à se nourrir. C'est ce qui ressort du rapport annuel sur le coût de la vie étudiante du syndicat UNEF. Et selon une enquête de nos confrères de Rue 89, un millier d'étudiants à Strasbourg dépendraient directement des associations caritatives pour leur alimentation. Dans un contexte marqué par l'immolation d'un jeune homme à Lyon, ces militants strasbourgeois ont donc souhaité sensibiliser leurs camarades. On les écoute au micro d'Adrien Laby. Il y a actuellement une très très grosse crise du logement à Strasbourg. Donc beaucoup d'étudiants se retrouvent sans domicile fixe. Et encore une fois, ça touche des étudiants extrêmement précaires, donc généralement des étudiants étrangers, parfois des étudiants sans papier. J'ai dû venir en aide à un étudiant SDF qui était en master de chirurgie dentaire. Donc voilà, il y a vraiment un gros problème et là, on peut tout de suite pointer l'université de Strasbourg et la mairie qui n'a jamais fait ce qu'il fallait pour mettre en place une politique des logements qui permette aux étudiants de tous se loger et de donner des logements décents en fait, aux étudiants parce que les problèmes d'insalubrité des logements étudiants, ça c'est un truc sur lequel on alerte l'opinion publique depuis hyper longtemps. Voilà, on n'est plus au 19e siècle, on est au 21e siècle en France à Strasbourg, qui est une ville universitaire et c'est absolument honteux. Le 102e congrès des maires de France s'est ouvert hier, porte de Versailles à Paris. Environ 10 000 maires de toute la France sont présents et parmi eux, de nombreux Alsaciens. Et pour beaucoup, ce congrès sera le dernier. À 4 mois des municipales, nombreux veulent arrêter. Et ce congrès est aussi l'occasion pour les maires de se retrouver entre eux pour des moments parfois plus conviviaux, comme cette traditionnelle promenade en bateau-mouche à l'initiative des sénateurs barinois, Nora Vorioa. 1h30 pour prendre le large et sortir du quotidien de maire. Une tâche pas toujours évidente. À 4 mois des élections municipales, seul un tiers des maires barinois envisagerait de se représenter. Responsabilité importante, budget en baisse, impression de solitude. À chacun ses raisons. Alors à l'occasion du congrès des maires, les élus se serrent les coudes et les sénateurs barinois ont invité leurs collègues à une rencontre plus informelle, une façon de montrer leur soutien. C'est peut-être ici que va se forger leur décision, car ils voient d'autres maires, ils peuvent se parler, peuvent échanger leurs soucis et voyant qu'ils ne sont pas seuls, ils auront peut-être envie de se réengager. C'est ce que je souhaite pour les indécis. Étienne Burger, maire de Kuttelsheim depuis 1989, cédera sa place en mars 2020. Il n'a pas pris cette décision par lassitude, mais il concède que la fonction de maire demande beaucoup de temps. Après 5 mandats, il souhaite le renouvellement. Il y a aussi l'âge, je ne vais pas le cacher. Je suis bientôt septuagénaire, donc c'est une réflexion aussi. Et j'ai encore quelques autres fonctions, donc ce qui me fait prendre un peu de recul pour pouvoir assumer mes autres fonctions. Parmi les maires qui se représentent se trouve Marc Cher, maire de Rothau. Il souhaite pour son 3e mandat poursuivre ses projets en cours pour sa commune de 1600 habitants, malgré des disparités budgétaires. On ne se rend pas compte d'une commune à l'autre. Souvent, les budgets peuvent passer du simple au double. Et les gens ne le savent pas et ne comprennent pas pourquoi il n'y a pas de périscolaire chez nous, alors qu'à côté, il y en a. C'est ce genre de service où on a du mal souvent à suivre et à contenter tout le monde. Dans le Haut-Rhin, la situation semble similaire. Plus de 40% des maires ne pensent pas se représenter en 2020. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent. Quand le sport permet de prévenir certaines maladies, depuis 2 semaines au lycée Marcel Roudloff de Strasbourg, les élèves de seconde se prêtent à des tests physiques. Objectif, renforcer la dimension santé du sport et proposer un rééquilibrage alimentaire aux jeunes en mauvaise condition physique. Un reportage de Fanny Kunz. Endurance, force, souplesse, les élèves de seconde du lycée Marcel Roudloff sont mis à rude épreuve toute une après-midi. L'association Indoor Santé, spécialisée dans la remise en forme de personnes atteintes de maladies chroniques ou d'affections longue durée, collecte des données afin d'évaluer la condition physique des jeunes. Les lycéens ont préalablement rempli des questionnaires sur leurs habitudes sportives et leur hygiène de vie. On monte, on descend
Les fesses, elles ne doivent pas bouger, elles doivent rester dans le même axe. Alignement, épaules, hanches. On monte, on regarde le temps. Et si pour certains le sport fait partie du quotidien, pour d'autres la pratique est plus pénible. On vient de faire du gainage. Alors pour moi qui n'est pas très sportif, c'est un peu compliqué, mais à force je commence un peu à m'habituer vu qu'on fait du sport au lycée, donc on s'habitue assez rapidement, quoi. Et là je vais prendre les conseils, je vais les utiliser, je vais essayer de faire de mon mieux pour m'améliorer comme je peux. Le sport c'est important, on en a besoin pour notre corps déjà et pour se sentir bien. Et aussi c'est grâce au sport aussi que j'ai eu confiance en moi. Pour l'association Indoor Santé, l'activité physique est un médicament qui s'adapte en fonction de la pathologie ou des besoins de chacun. Grâce à des ateliers et exercices, l'association analyse la forme physique des étudiants en fonction de chaque filière. On intervient dans le cadre de la prévention secondaire, voire tertiaire, quand les personnes sont déjà malades, mais ça nous semblait indispensable d'apporter notre expertise pour diagnostiquer l'état de forme des plus jeunes, pour éviter justement d'aller vers la maladie. Donc comment les sensibiliser ? C'est en leur rendant un bilan détaillé de leur état de forme du moment. Donc ils vont réaliser une série d'évaluations physiques simples. Il ne s'agit pas d'être le champion, il s'agit de faire des choses qu'on fait tous les jours et d'être dans les bons critères, dans la bonne norme. Cette évaluation servira également au service de santé scolaire. En contact au quotidien avec les élèves, l'infirmière peut ainsi repérer les populations à risque par le manque d'endurance, le surpoids ou les mauvaises habitudes alimentaires. Ça va nous permettre de gérer, d'analyser et d'exploiter les données ensuite pour faire des actions ciblées sur certains élèves, une population à risque ou selon les données qu'on aura intégré et noté. Cet atelier-là, on est en train d'évaluer l'endurance des élèves. Donc ils ont un parcours de 30 mètres à faire pendant 6 minutes. Ils doivent faire le maximum de trajets sur 6 minutes. Ensuite, quand ils ont terminé, ils viennent ici, on leur mesure leur pulsation tout de suite après l'effort, puis on remesure les pulsations 1 à 2 minutes après pour voir effectivement si le cœur arrive à s'adapter à l'effort et à redescendre après l'effort à des taux normaux. À l'issue des ateliers proposés, l'ensemble des données récoltées seront compilées. Chaque élève recevra un bilan individuel et un certain nombre de recommandations. L'équipe pédagogique aura également une cartographie complète de l'état de santé des élèves de l'établissement. On finit ce journal tout de suite avec l'image du jour, Oliviane. Aider les producteurs bio d'Alsace du Nord à financer leur marché ambulant. Sur la plateforme Mimosa, découvrez le Marché Bus, un magasin roulant de produits alimentaires biologiques et locaux qui sillonne les routes d'Alsace du Nord depuis mars 2016. 7 fermiers se sont regroupés pour vendre toute la panoplie des productions bio locales. Mais le bus a besoin d'une bonne révision et cette collecte est tout d'abord destinée à assurer la poursuite de cette aventure. L'objectif est de réunir 10 000 € et ce financement dure jusqu'au 8 décembre prochain. 4 520 € ont déjà été collectés et il vous reste donc 20 jours pour y participer. Et voilà pour l'actualité. Merci beaucoup Anna. On accueille le plateau du soir, notre mentaliste Éric Borner. Venez nous rejoindre. Monseigneur Luc Ravel nous fait le plaisir de venir sur le plateau et Caroline Chétochine. On parlera de la Zumba du cœur au profit de l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque. Voilà pour le sommaire. Je vous propose un petit clin d'œil par la météo. Prenez l'air à la maison en regardant la météo avec Blo, purificateur d'air écologique fabriqué en France. Bonjour à toutes et à tous, je suis très contente de vous retrouver pour votre bulletin météo de ce mercredi 20 novembre. Et en matinée, c'est un ciel bien nuageux qui nous attend avec des nuages bas prévus sur l'ensemble du territoire alsacien. On verra peut-être un petit peu plus de soleil. Du côté d'Offenbourg, il y aura pas mal de brouillard également du côté de Fribourg. Faites attention sur les routes. Côté Mercure, c'est un ressenti très frais en matinée. Comptez seulement 1 degré du côté de Saverne ou encore de Wissembourg, 2 degrés pour le reste du territoire alsacien et jusqu'à 0 degré pour Offenbourg toujours. L'après-midi, ce sera toujours aussi couvert avec toujours pas mal d'humidité. On verra un petit peu plus de soleil du côté de Strasbourg. Ça restera couvert au niveau du brouillard, sur Fribourg également. Toujours un ressenti bien frais en après-midi, toujours en dessous des normales de saison avec 4 degrés prévus du côté de Saverne, de Colmar ou encore de Mulhouse. 6 degrés la maximale du territoire alsacien. Ce sera pour Strasbourg et seulement 2 petits degrés, vous le voyez, du côté de Wissembourg. On jette maintenant un coup d'œil sur votre journée de jeudi avec encore des gelées matinales, mais vous le voyez, en après-midi, ça s'arrange, ça se dégage complètement avec un changement de cap
beaucoup plus de soleil prévu sur l'ensemble du territoire transfrontalier avec des températures qui grimpent nettement en après-midi, entre 9 et 10 degrés au meilleur de la journée. En Alsace, 9 à 10 degrés également chez nos voisins suisses et allemands. Mercredi, nous serons donc le 20 novembre et nous fêterons les Edmonds. Le soleil se lèvera à 7h33 pour se recoucher à 16h44. Je vous souhaite un excellent moment sur Alsace 20. Salut! Votre météo vous a été présenté par Blow. Purificateur d'air intérieur, simple, efficace et économique. Et l'invité ce soir de la rédaction, l'archevêque de Strasbourg, Monseigneur Luc Rabel, comment allez-vous ? Bonsoir, mais très bien. Soyez le bienvenu. Je vous avais reçu il y a un an avec votre livre, Comme un cœur qui écoute, qui traitait d'abus sexuels dans l'Église. Depuis, vous avez lancé une consultation sur les moyens de prévenir la pédophilie dans les rangs de l'Église catholique en Alsace. Qu'est-ce qui concrètement va être mis en œuvre ? Alors, c'est pas inutile, on a mis d'abord en œuvre, on a commencé à mettre une sensibilisation, parce que de toute façon, on ne peut pas prévenir si les gens restent sur une forme d'inconscience ou sous des formes de mutisme ou de silence, plus ou moins coupables. Alors que les victimes ne puissent pas parler, c'est une chose, on comprend les mécanismes intérieurs qui sont difficiles, qui les empêchent de parler, mais il faut que les autres puissent vraiment dire les choses. Aujourd'hui, il faut qu'on travaille en confidence, mais en transparence. Donc, ce qui va être mis en place, eh bien, c'est tout un ensemble d'abord de partenariats avec des associations, comme par exemple l'association France Victimes, qui travaille bien sûr pas qu'avec l'Église, mais on va faire un partenariat. Et puis des associations comme avec les hôpitaux universitaires aussi, pour avoir des spécialistes dans l'accompagnement de cette psychologie traumatique qui est très particulière, hein, je pense aux victimes, et puis peut-être aussi pour ceux qui ont abusé. Voilà, il faut aussi accompagner tout le monde. Alors samedi, il y a des mesures très précises, concrètes, pour lutter contre les abus sexuels dans le diocèse qui ont été votées. C'est quoi le sens de tout cela ? C'est qu'aujourd'hui, on est enfin décomplexé du côté de l'Église, c'est plus l'omerta, on va avoir des règles pour punir. On va avoir des règles surtout pour d'abord accompagner les victimes. Ensuite, signaler au procureur, c'est pas à nous de punir et de faire la justice, hein, je crois qu'il y a une justice française qui est en ordre. Et puis aussi, alors ça c'est le gros travail, prévenir de sorte que ces actes d'abus sexuels, aussi bien sur mineurs, petites filles, petits garçons, que sur majeurs aussi, voire même des dérives sectaires auxquelles on assiste aujourd'hui dans l'Église. Hein. Je crois qu'aujourd'hui, la révélation, c'est la boîte de Pandore qui est ouverte, bien, de telle sorte que ça ne se passe plus. Alors par exemple, on va essayer de normer les choses. Est-il normal qu'un prêtre ou un responsable en pastoral ou en mission soit tout seul avec un enfant quelque part ? C'est ça c'est terminé. Non, ça c'est terminé, ouais. Voilà, par exemple. Alors évidemment, pour ce faire, vous allez créer des binômes. Alors voilà, on va essayer de travailler de plus en plus en binôme. Quand je dis essayer, parce qu'il y a le temps d'une mise en place, d'une mise en œuvre, pour un cours de catéchisme. Alors évidemment, le seul endroit où il n'y a pas un binôme, c'est quand il faut se confesser. Mais à ce moment-là, on est dans la transparence, on s'éloigne du groupe, on se met dans un bureau vitré, on voit ce qui se passe sans entendre ce qui se passe. Tout paraît en fait tout à fait possible. Mais évidemment, il faudra changer notre façon d'exercer aujourd'hui notre mission. Je reviens sur l'omerta, qui était en tout cas considérée comme telle quand on entendait ces affaires de pédophilie. Si demain, vous avez vent d'une affaire, est-ce que ça sera dénoncé à la police ? Alors, c'est très très simple. Nous allons signer un partenariat avec les procureurs de la République. Donc, comme Paris d'ailleurs, on s'en est inspiré. J'ai déjà rencontré le procureur général et tout ceci va être très clair. C'est-à-dire systématiquement on signale et réciproquement ils m'informeront en tant qu'employeur, entre guillemets, non pas évidemment de la teneur du secret d'instruction, mais de ce que je puisse prendre aussi des mesures, parce que j'ai aussi des mesures juridiques religieuses, qu'on appelle canoniques dans notre jargon, qu'il faut que je prenne. Alors il y a entre 47 et aujourd'hui 77 dossiers qui sont connus, 101 victimes qui ont été signalées. Il y a beaucoup d'histoires sordides. On est à une heure de grande écoute, mais on se permet cela. À l'instar de cette jeune femme qui a été abusée par un prêtre dans un village minier, ce même prêtre la mariera quelques années plus tard. Ah oui, alors vraiment, c'est là où je m'aperçois qu'il y a chez les abuseurs une sorte de dichotomie intérieure. C'est ça. La partie bonne continue de travailler, d'être un bon prêtre même. Souvent, c'est des hommes qui ont une certaine fécondité, une certaine faconde, une certaine aura même, si j'ose dire. Parce que, entre guillemets, les autres, ils n'arrivent pas à manipuler. Bon, c'est tout simple. Et puis, alors, il y a la part mauvaise qui est d'une perversité incroyable. Enfin, moi, à chaque fois que je lis ou que je reçois un de ces témoignages, je me dis, mais comment cela est-il possible ? Et j'ai commencé notre assemblée de samedi dernier par une phrase d'un poète qui s'appelle René Char, en disant le mal vient de plus loin qu'on ne le croit et il ne s'arrête pas à la barrière qu'on lui a dressée.
Ça veut dire que c'est plus subtil qu'on ne le croit. Bon, il faut quand même des barrières. On va essayer de faire tout ce qu'on peut. Mais il ne faut pas être naïf devant le mal. Entre prêtres, vous êtes archevêque, mais entre prêtres, est-ce que vous parliez de ces choses-là? Est-ce que, lorsque vous aviez vent d'une conduite particulière, est-ce que vous en parliez entre vous? Il y a 30 ans, quand j'ai été formé comme prêtre, tout ceci était évidemment absolument silencieux. On ne parlait absolument pas de cela. On nous disait, attention avec les femmes, quand même, votre comportement de prêtre, célibataire, etc. Mais toutes ces choses-là étaient, quand elles étaient sues, traitées par l'évêque, traitées éventuellement par la justice. Mais tout ça, il n'y avait aucune réflexion, aucun partage. Non, ça, de ce côté-là, il faut reconnaître que mes prédécesseurs étaient beaucoup plus tranquilles que nous le sommes. Mais tant mieux, il faut maintenant s'emparer de cette histoire. Voilà, vous avez libéré la parole. C'est une question que je pose souvent à des prêtres. Est-ce que le mariage, finalement, ça n'arrangerait pas tout le monde de pouvoir avoir une vie normale et sexuelle? Alors, c'est sûrement pas la réponse, apparemment, dans la société civile, puisque 85 à 90% des abus sexuels, on a parlé tout à l'heure dans votre émission des violences sexuelles sur les femmes, ont lieu dans la famille ou par des proches. Donc on voit bien qu'on a une sinistre histoire comme ça, résoudrait rien, c'est ce que vous dites. Donc ça résoudrait rien. C'est une vraie question que le pape a commencé à traiter avec la question sur l'Amazonie, où là il y a très très peu de prêtres. Voilà. Donc c'est une vraie question, et il ne suffit pas d'être marié pour se comporter correctement. Voilà. Que tous les hommes mariés me pardonnent, et toutes les femmes mariées aussi, mais c'est pas aussi simple. Le principe d'une indemnisation financière va être mis en place pour les victimes. Ça a été adopté le 9 novembre, il y a 10 jours, par les évêques. C'est une bonne chose aussi, c'est un pas de plus. Moi je crois que c'est un pas de plus. Alors évidemment, tout de suite, ça a été contesté. Et évidemment, dès qu'on va dire quel chiffre on va donner, ce sera une somme forfaitaire. Alors certains diront c'est trop, d'autres c'est pas assez. Évidemment, quand on fait rien, on n'a qu'une critique, c'est celle de ne rien faire. Quand on commence à faire, on en a 10 ou 100 critiques, mais c'est comme ça, c'est le jeu. Je crois qu'il est important que les victimes comprennent que nous avons la parole, bien sûr, l'accompagnement, tout ça. Si j'ose dire, c'est spirituel, c'est pas désincarné, parce que c'est quand même profondément humain, mais voilà, et que nous voulons rajouter là-dessus un geste financier. Vous parliez tout à l'heure de mon ouvrage, par exemple. Il est clair que, déjà dans ma tête, je ne sais pas combien d'exemplaires je vais le vendre, mais tous les droits d'auteur seront versés à ce fonds de dotation pour les victimes. Comme un cœur qui écoute. Comme un cœur qui écoute. Voilà, vous étiez un des premiers, en tout cas, à dénoncer cela. Dernier point sur les actes pédophiles. Que faire des prêtres qui ont été jugés et qui ont purgé leur peine? À mon avis, aujourd'hui, on ne pourra pas échapper à la double peine. C'est-à-dire que je ne crois pas possible aujourd'hui qu'un prêtre qui a été reconnu, je ne dis même pas seulement jugé, parce qu'il y a parfois des prescriptions. J'ai des cas de victimes comme ça qui en pleurent, mais c'est prescrit par la loi, c'est prescrit par la loi. À partir du moment où on reconnaît le fait d'abus sexuels, je crois qu'aujourd'hui, c'est une incapacité majeure à exercer une mission sacerdotale. Voilà, pour dire ça dans notre jargon. Merci Luc Ravel, merci à vous d'être venu. Je vais vous demander, tiens, parce que nous avons ce soir un mentaliste, Éric Borner, sur ce plateau, je vais vous demander de vous mettre debout tous les deux, parce qu'il va bientôt vous rejoindre. Éric Borner, c'est du close-up dans les villes et les villages alsaciens, et c'est parfois ici sur ce plateau des performances exceptionnelles. C'est parti. Vivez l'expérience DS dans les DS Store Car Avenue, un moment unique et magique. Voilà, Éric Borner est en place. Tout le monde dit cachez vos montres, etc. C'est vrai qu'il a une propension parfois à avoir comme ça une main qui s'échappe un petit peu. Ça va, Éric ? Particulièrement en forme. On fait quoi ce soir ? Eh bien, ce soir, on va partager, on approche des fêtes et j'ai eu le plaisir, hier matin, de recevoir par courrier quelques petits cadeaux que je vais partager avec vous. C'est gentil ça, du chocolat. Tout à fait, tout à fait. Alors, je sais pas, chocolat, oui, exactement, du chocolat. Du chocolat. Est-ce que vous aimez le chocolat ? Si j'osais, je dirais que j'adore, mais je ne peux pas. L'adoration. Du chocolat, du chocolat. Attends, je vais vous les montrer. On a ramené 4 tablettes de chocolat, on est 4, on va pouvoir les partager. Tous les mêmes ? Exactement les mêmes. Et la personne qui me l'a envoyé savait que j'étais magicien. Visiblement, m'a confié également un paquet de cartes. Je crois qu'il y a 4 millions, je crois, de tablettes de chocolat qui sont vendues, qui sont consommées, par jour en France. Ouais. On va utiliser. J'ai ici un paquet de cartes avec 52 partenaires, toutes différentes. On les voit bien. Les unes des autres.
Je vais vous inviter à choisir une carte au hasard, n'importe laquelle, simplement en me disant stop. Je fais défiler les cartes, juste me dire stop quand vous le souhaitez. Stop, ici. Je vous invite à récupérer votre carte. Si c'est un joker, dites-le moi, on change, puisqu'il y a 2 jokers dans un jeu de poker. Est-ce que c'est un joker? Non. Non, Faut pas un la joker, montrer, ne la ça. montrez Je la pas. montre pas. Ne la montrez pas. On va aller un petit peu plus loin dans l'expérience. On va faire exactement la même chose. Vous allez récupérer la carte et cette fois-ci, quand vous l'aurez, vous ne la regarderez pas non plus. D'accord? Vous pouvez la placer contre vous, comme vous venez de le faire à l'instant. Mais ou la Caroline maintenir ne doit pas la regarder. entre vos doigts. Absolument personne. D'accord. Ni vous, ni moi, ni vous. Personne ne doit voir la carte. D'accord? Je vous invite juste à me dire stop. Stop. Ici, récupérez la carte, placez-la dans votre main bien à plat, placez-la entre vos mains bien à plat et gardez-la bien cachée jusqu'à la fin de l'expérience. Souvenez-vous juste que sur 52 possibilités, vous auriez pu prendre tous les deux n'importe laquelle. J'ose espérer que vous n'avez pas de joker non plus, mais on y reviendra dans quelques secondes. Alors, du coup, j'ai une boîte vide. Il y a plusieurs carrés de chocolat, mais on va utiliser peut-être... Est-ce que quelqu'un aurait un téléphone portable? Moi, j'aime bien, mais je ne suis pas trop enclin à le prêter, quoi. Mais on peut tenter l'expérience. qui va Ce que je vais disparaître. vous inviter à faire, souvent on me demande qu'est-ce qui se passe dans une boîte de magicien sur scène. Eh bien, je vais vous montrer ce qui se passe à l'intérieur des boîtes. Et pour que vous puissiez voir exactement, on va mettre une caméra, on va aller plus loin que ça. On va inviter quelqu'un, pour la première fois, aller à l'intérieur de la boîte. Et pour le faire, je vais vous demander, Lionel, oui, de bien vouloir rentrer appeler dans la boîte. quelqu'un au hasard. Quelqu'un qu'on peut appeler là maintenant, il est 19h20. Et appelez-le en FaceTime. Comme ça, il pourra Pour vraiment... le voir. Nous pourrons le voir et il pourra nous décrire ce qui se passe à l'intérieur de la boîte. N'importe qui. Un copain qui est dans le handball? N'importe qui. Allez. C'est votre choix. Mais je sais pas s'il va prendre. Vous avez hein. toujours votre carte cachée, votre carte également. Salut Franck. Comment tu vas? Écoute, oui, alors c'est assez curieux parce que voilà, je suis en direct en fait. Il est 19h, tu vois un peu le plateau? Voilà, alors je pensais pas t'appeler maintenant. Des 19h24 minutes, 26 secondes, on est réellement en direct. Qu'est-ce que je fais? Alors je suis avec Eric Borner, un magicien. Est-ce que je peux vous emprunter votre invité? Ouais, prenez. Son prénom c'est Franck. Bonsoir Franck. Bonsoir, vous êtes actuellement en direct sur le plateau d'Alsace 20. Je vous présente nos invités du soir. Monseigneur Luc Ravel, Caroline Chétochine. Vous pouvez dire juste bonsoir Monseigneur, bonsoir Caroline. Voilà, montrez à la caméra qu'il est effectivement bien là, voilà. Ok. Franck, est-ce que vous nous entendez? Tout à fait. D'accord. Franck, je vais dans quelques instants, je vous invite à participer à une expérience très particulière. Je vais vous glisser dans une boîte qui est juste celle-ci. Et lorsque la boîte sera fermée, Franck, je vais vous demander de garder le silence. Et lorsque vous serez plongé dans le noir, de simplement imaginer que vous êtes avec nous. Et imaginez que vous aurez devant vous 52 cartes qui vont défiler pendant l'expérience. Il faut vraiment qu'il imagine. Pendant cette expérience-là, je vais vous demander d'en garder 2 en tête. Je suis désolé, Franck. N'importe lequel, d'accord? Une fois que la boîte sera fermée, je vous demanderai de garder le silence, Franck. Sinon, on va pouvoir savoir dans quelle boîte vous allez être. D'accord? Donc vous serez en ligne, restez bien en ligne jusqu'à la fin de l'expérience. Vous êtes en direct sur le plateau. Quand la boîte est fermée, gardez le silence. D'accord? Très bien. Parfait. Ok. Franck, vous êtes dans une des boîtes. Est-ce que vous nous entendez? Je vous entends très bien. D'accord. Est-ce que vous m'entendez? Je vous entends. Néanmoins, je vous ai dit qu'une fois que la boîte serait fermée, Franck, il faut maintenir le silence. D'accord? Êtes-vous prêt à garder le silence, Franck? Parfait. Parfait. Alors, comme vous avez pris connaissance de votre carte, Monseigneur, je vous invite à prendre votre carte, la garder cachée, soit sur vous, soit dans une poche intérieure, et avec les mains libres, de modifier l'ordre des boîtes qui sont présentées devant vous, vraiment dans l'ordre que vous voulez. On va s'accorder un temps, par exemple 5 secondes pour le faire. 4, 3, 2, 1... C'est terminé. Est-ce que cet ordre vous convient? Très bien. D'accord. A, B, C, D. 4 boîtes s'offrent à vous. Quel est votre chiffre préféré entre 1 et 4? Allez, 3. 3. Est-ce que vous voulez bien me montrer 3 boîtes, n'importe lesquelles, juste les pointer du doigt, n'importe lesquelles? Les 3 premières? Les 3 premières. Donc celle-ci, non. Non. D'accord. Je vais la mettre de côté. Parmi les 3 qui nous restent, d'accord, je sais que vous ne pouvez pas bouger, est-ce que vous voulez bien me montrer 2 boîtes? Les 2 premières. Les 2 premières, donc celle-ci, non. D'accord. Pour terminer, il y a une boîte avec laquelle je vais jouer et une boîte avec laquelle vous allez pouvoir jouer. Lionel a choisi entre les 2 boîtes, la A ou la B? La A.
La A pour vous? Oui. D'accord. La A pour vous. Je vais la garder ici, on va la mettre de côté quelques instants. Donc celle-ci, aucun de vous trois n'a voulu jouer avec. Mais pour que le jeu soit un petit peu plus amusant encore, Mais non. j'ai emmené un accessoire, un très petit accessoire. Vous savez ce que vous qui est faites, un simple marteau. Oui. Je sais que certaines personnes ont une certaine addiction avec le téléphone portable ou avec le chocolat. Le mieux, Mais non, est de s'en débarrasser. il est pas dedans. Mais vous avez ici Ok. du chocolat. On le gardera tout à l'heure. Moi, je pense si qu'on tout se peut passe arrêter bien. le tour là. Hein. On fera Franchement, une c'était fondue. vachement bien. Hein. On applaudit. Vous m'avez dit celle-ci, à ne pas conserver. Ah, j'imagine. C'est votre dernier mot? Vous voulez j'en pas tiens. changer? Non. Quelquefois, les invités changent d'avis au Allez-y, dernier allez-y. moment. Je suis rassuré de savoir que c'est pas mon téléphone portable. Monseigneur, pour vous une fois. savez où il est, mon téléphone? Ah Ok. ouais, j'ai changé les... Et il a tout C'est changé. votre là. choix, monseigneur? Celle-là, non, vous y allez, vous y allez. Je veux pas vous influencer, mais... Non, c'est pas mon portable. Mais non. On a encore un invité. Franck, est-ce que vous êtes encore avec nous? Il a le droit de parler? Vous pouvez parler à présent. Si vous nous entendez, Franck, est-ce que vous pouvez répondre? Est-ce que vous êtes encore avec nous? Je veux pas y toucher. Est-ce que vous voulez bien vous-même, Lionel, ouvrir la boîte? C'est pas vrai. Est-ce que c'est bien votre Ah téléphone oui, portable? et c'est mon Franck qui est dedans. Franck, ouais. vous êtes encore là? Vous pouvez confirmer? Oui. Mais pour terminer, Franck, pendant l'expérience, je ne sais pas si on vous voit de près, mais au début de cette expérience, j'ai demandé à nos invités de choisir 2 cartes. 2 cartes qu'un des invités n'a absolument pas vues et une carte qui a été simplement visualisée par Monseigneur. Est-ce que vous voulez bien, pour la première fois, nous dire, pendant l'expérience, vous aviez les yeux fermés, je vous ai demandé de penser à 2 cartes, de visualiser 2 cartes, de me nommer une carte au hasard, n'importe laquelle. Je dirais un as. Un as. Est-ce que vous voulez être bien précis? As de cœur, as de pique, as de trèfle, as de carreau? Allez, as de carreau. As de carreau. Et si vous deviez penser à une autre carte, une carte, pas forcément une carte très commune, vraiment n'importe carte. La majorité des gens vont penser as de pique ou roi de cœur revient très souvent. Vraiment une carte au hasard. Vous pouvez prendre celle-ci, mais vous pouvez changer. Ouais, non, on va partir sur du noir, vu que j'ai pris du rouge. Je vais partir sur du trèfle. Un trèfle. Est-ce que vous pouvez aller plus précis? Quel trèfle? N'importe lequel. Ouais, plus petite carte. Un 3 de trèfle. Un 3 de trèfle. Oui. Vous m'avez dit un as de Carreau. et un 3 de Trèfle. Est-ce que pour la première fois, Lionel, je vous rends le téléphone portable, vous pouvez le garder si vous le souhaitez. Est-ce que vous voulez bien nous dévoiler les 2 cartes que vous avez C'est un truc gardées de fou, sur hein. 52 possibilités? Est-ce qu'on peut Mais vous non. montrer à la caméra? C'est incroyable. On a bien l'as de carreau et le 3 de trèfle. Je vous laisse reprendre Mais l'activité. non. Il est fou. Merci Franck, je t'embrasse. Désolé. C'est génial. Bah, tu m'as fait peur avec mon téléphone. Hein. Voilà. Salut. Hey. Ah là, bravo. Gardez-le un souvenir, je vous l'en Ah, c'est incroyable. Voilà, ça se passait en direct, Il y a que des avec un truc de fou, comme le fait Eric Borner. Allez, on va faire une toute petite pause, le temps de se remettre de nos émotions. À suivre, c'est Caroline Chetoshin. Grande Zumba, ça sera samedi, juste après ça. Et on parle à présent de la Zumba du cœur, édition 2. Ça sera samedi, Hall Rhenus avec Caroline Chetoshin. Comment allez-vous? Très bien. Mais c'était un énorme succès, cette Zumba 1. Oui, c'était un beau succès. On a réuni 1200 personnes au Rhenus Sport en juin dernier. Et on a pu sauver, grâce à ça, 2 enfants. Donc on espère bien pouvoir réitérer cette manifestation dans les mêmes conditions. Voilà, évidemment, tout cela a novembre. du sens. Hein. C'est pour le mécénat de la chirurgie cardiaque. Regardez ces images du monde qui vous attend ce samedi. Comment ça va ce soir?
Voilà, super succès, c'était l'an passé. Ça se fait dans la même salle, c'est toujours au Rhenus? C'est toujours au Rhenus. La salle de la SIG. Voilà, c'est la salle de la SIG qui nous prête la salle très gentiment, la SIG et la ville de Strasbourg. Donc on enlève le parquet, bien sûr, on n'abîme pas le parquet des joueurs. Ah oui, carrément. Ouais, on enlève le parquet, on monte une scène et on a 30 coachs endiablés, que vous avez vu, qui vont faire danser le plus de monde possible, puisqu'évidemment, chaque personne qui vient, c'est un don pour l'association. C'est alors, 15 € la place. chirurgie cardiaque opère des enfants du monde entier, de pathologies et de malformations cardiaques, c'est cela? Voilà, donc des enfants qui ne peuvent pas être opérés dans leur pays parce que pas de moyens, parce que pas de savoir-faire, qui viennent donc en France tout seuls. Ils sont accueillis dans des familles d'accueil. Ces familles d'accueil sont totalement bénévoles et elles vont accueillir ce petit enfant pendant toute la période de son hospitalisation et de sa convalescence. C'est environ 2 mois. Pendant 2 mois, elles vont lui apporter tout l'amour qu'on peut apporter à un petit enfant qui arrive malade et qui va repartir guéri parce qu'il vient donc sans sa famille. Ça, c'est important. Donc, on est toujours en recherche de familles d'accueil. Plus il y a de familles d'accueil, plus on peut opérer d'enfants. Et à Strasbourg, on opère depuis 2012 presque 4 enfants par mois. Voilà, parce que l'association cardiaque opère dans 12 hôpitaux en France, dont celui de Strasbourg. Comment ça se fait qu'elle opère que dans ces 12 hôpitaux? C'est parce qu'il faut un matériel approprié? Il faut qu'il y ait de la chirurgie cardiaque infantile. C'est ça. Et là, ça se passe dans 12 établissements voilà, en France. Il n'y en a pas partout en France. Voilà, que vont permettre de faire les sommes que vous allez récolter, en tout cas samedi. On sait déjà quels enfants vont venir nous rejoindre? Alors, sur place, samedi soir, on a 2 enfants qui ont été opérés à Strasbourg au mois d'octobre qui viendront, parce qu'ils sont en forme et ils viendront danser, comme on avait une petite fille qui était venue l'année dernière, une petite ange. Scène, ouais. Donc, ils viendront, bien sûr. Et puis, sinon, on dit un enfant, c'est 12 000 € parce qu'on doit payer les frais d'hospitalisation qui sont bien sûr réduites au maximum, mais qui ne sont pas ramenés à 0 pour autant. Donc, un enfant, c'est 12 000 € en moyenne. Donc, vous avez besoin de fonds, évidemment. On a bien sûr besoin de aussi fonds. Des familles d'accueil. Voilà, et on a besoin de familles d'accueil parce que sans famille d'accueil, on ne peut pas faire venir les enfants. Vu qu'ils ne viennent pas avec leur famille, il nous faut des familles d'accueil. Donc, pour ce faire, on a toute une organisation sur Strasbourg et ailleurs en France. Mais disons, à Strasbourg, on a une référente qui reçoit les familles d'accueil, qui leur explique bien comment ça va se passer. Ils ne sont pas tout seuls. Il y a vraiment une vraie communauté qui s'est créée autour de cette idée-là. Elles s'entraident, elles se voient. Quand elles sont plusieurs à avoir des enfants, elles se voient pour que les enfants puissent jouer ensemble, etc. Donc, c'est une superbe dynamique qui se passe au niveau des familles d'accueil et on en a toujours besoin, de plus en plus. Comment vous êtes arrivé à porter cette association? Ça a été quoi la rencontre? Ma rencontre à moi, en fait, c'est assez simple, c'est que c'est ma maman qui a créé cette association, c'est le professeur Francine Leca qui a créé cette association il y a 23 ans maintenant. Et quand l'association a pu venir à Strasbourg, parce qu'il y avait le service hospitalier qui allait bien, j'étais un peu obligée. Alors, c'est des enfants évidemment sauvés depuis, qui sont en pleine vie, pleine croissance. Alors, les enfants, ils retournent chez eux, dans leur famille. Pour autant, ils sont quand même suivis par l'association. Il y a aussi toute une formation au niveau médical sur place pour qu'ils puissent être suivis. Et puis, une formation également, on les suit pour être sûr qu'ils vont à l'école, pour être sûr que tout autour de ces enfants, ça ne s'arrête pas simplement à une opération de leur cœur. Il faut que derrière, ils vivent avec et ils vivent très bien, puisqu'après, ils vivent parfaitement. C'est-à-dire que là, on voit la Zumba, ça demande un peu de souffle, ça demande un peu de dynamisme. Ces petits-enfants, quand ils arrivent, ils ne peuvent pas jouer au foot, ils peuvent à peine respirer, ils sont vraiment mal. Et puis, quand ils repartent, ils dansent la Zumba. C'est exceptionnel. Ouais, une énergie formidable. Un petit mot, Monseigneur, voilà, c'est des belles associations qui font les choses qui ont du sens, qui font les choses pour le bien. Oui, et puis c'est des choses positives, c'est-à-dire tout le monde y trouve finalement son profit, ceux qui aiment danser, les sportifs, c'est une superbe chaîne de solidarité. Et en même temps, ça crée effectivement une solidarité réelle, concrète, et ça, j'adore. Et alors, ce qui est formidable, c'est que la personne qui est à l'origine de cette Zumba, au départ, que j'ai rencontrée, elle a été opérée petite, elle a une malformation cardiaque. Toute petite, elle a été opérée par ma mère. Ah ok, alors on lui a donné. Oui, et un jour, je la rencontre dans une manifestation et elle me dit, moi je ferai tout pour cette association. Excellent. Et je lui ai répondu, fais une Zumba.
Et c'est comme ça que c'est parti. Voilà, ça sera ce samedi à ne pas manquer. Il y a le site évidemment de mécénat-cardiaque.org qui s'affiche. Vous pouvez évidemment donner des dons, sinon vous allez bouger un petit peu, faire un petit peu de la Zumba. On va directement au Rhenus samedi soir, on prend son ticket d'entrée et on danse. Alors, on peut même réserver tout de suite sur Internet si on veut. On a une billetterie sur Internet ou sur le site mécénat-cardiaque.org. Et puis, bien sûr, il y a une billetterie du soir. Merci beaucoup, Caroline Chetogine, d'être venue. Merci, Monseigneur, pour le travail aussi que vous faites, qui est un vrai travail qui a du sens et un travail de fond. Merci, Monsieur Borner. Merci à vous. Et on va retrouver notre Martial Debrief qui aurait dû être à vos côtés, mais il est à Mayotte. Il en a profité pour retrouver un auteur, une caméra, et nous envoie ça. Regardez. Bonjour à toutes et à tous. À la page vous reçoit aujourd'hui à Mayotte, dans cette île très éloignée de la métropole, mais qui fut française bien avant la Savoie en 1841. Et je suis accompagné d'un des auteurs les plus remarquables de l'île, les plus populaires, Nassur Atoumani. Bonjour. Bonjour à la page. Bonjour à la page, bonjour aussi à l'Alsace. On est vraiment très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Alors on va parler de votre BD qui est en fait tiré d'une pièce de théâtre et qui s'appelle, alors le titre est d'ailleurs très drôle, Le turban et la capote. Alors vous allez le voir à l'écran là comme ça, le turban et la capote. Alors il est évidemment disponible en métropole, hein, très facile de se le procurer dans une librairie. Et dans cette BD, vous traitez des sujets comme la position de la femme ici à Mayotte. Vous allez traiter de la contraception. Quand vous avez sorti cette BD, vous n'avez pas eu peur finalement d'avoir eu toute la population contre vous? Alors, j'ai d'abord écrit la pièce de théâtre. Je l'ai jouée avec ma troupe qui s'appelait Kakamba. Et bien sûr, ça a fait le buzz, un bouquin énorme, et ça ne m'a pas fait que des amis, mais ça, bon, quand on est un écrivain engagé, on se soucie peu des qu'en dira-t-on. Alors, on va retrouver dans ce livre à la fois de la couleur, à la fois du noir et blanc, on le verra tout à l'heure, hein. Je ne sais pas, vous voyez un petit peu ici, en fait, les dessins qui sont... Alors, c'est une BD qui est absolument extraordinaire pour tous ceux qui veulent découvrir Mayotte, parce qu'on a dans ce contenu vraiment un ensemble complet des traditions et aussi de la critique de la tradition mahoraise. Oui, parce que nous vivons dans un monde qui change rapidement. Donc, ceux qui ne suivent pas le changement, forcément, ils trouvent qu'on va trop vite. Parce qu'il y a les traditionnalistes qui n'aimeraient pas donc qu'on change, mais quand à l'école on vous parle du sida, par exemple, et qu'on vous dit qu'il faut se protéger donc, contre le sida, c'est uniquement par les préservatifs, mais qu'à l'école coranique, donc à la maison, on vous dit que les filles doivent rester vierges jusqu'au mariage. Là, c'est deux mondes qui se clashent automatiquement. Qu'est-ce qui vous a amené à traiter de tous ces sujets si divers et en même temps si chauds dans la société mahoraise? Déjà, à l'époque, il n'y a pas beaucoup de Mahorais qui écrivaient. Et pour parler donc d'un pays, soit on passe par les contes traditionnels, et dans nos contes traditionnels, on ne parle pas non plus de ça, soit se fier donc à ce qu'écrivent les écrivains, c'est-à-dire ceux qui connaissent vraiment leur pays de l'intérieur, et non pas de journalistes qui arrivent et puis qui vont dire bon, ils ont lu tel ouvrage, et puis voilà, ça se passe comme ça. C'est un peu un conte, mais moderne. C'est plus qu'un conte, c'est l'actualité. En permanence, comme par exemple, vous avez parlé tout de suite de l'immigration. Et moi, j'ai cette immigration, donc j'ai parlé de l'immigration aussi bien dans Interview des Maccabées, dans Autopsie des Maccabées, dans plusieurs livres, dont notamment par exemple ce livre-là qui s'appelle Requiem pour un nègre. Et je voulais donc juste vous lire quelques lignes là-dessus. Allez-y. La dérive des planctons. Il a soif, la mer. Il a faim, l'océan.
Sous les flots en furie, de nouveaux négriers se réveillent assourdis par les cris recalés des sacrifiés qui dérivent vers des coraux déjà écrasés. Sous nos cieux scarifiés, des courants marins jouent à la roulette russe. À 100 lieues des fabricants de deuil, la dérive des planctons se mondialise et ils se droguent la mer, ils se gavent l'océan. Là, j'ai coupé un peu, mais je vous ai donné donc le début et la fin. Merci en tout cas, Nassur, de nous avoir reçus ici à Mayotte. C'était un plaisir que de passer cette à la page avec vous. J'espère que maintenant, je serai à la page en Alsace. Voilà, il y en a quand même qui ont de la chance, à l'instar de Martial Debrief en vacances à Mayotte. Allez, je vous propose à présent le tour des cantons avec un dialogue interreligieux avec l'aide notamment du conseil départemental. C'est signé d'Adrien Laby et moi je vous dis à demain, 19h. Salut! Le cimetière israélite de Winsenheim a ses habitués. Depuis 40 ans, Lise et Robert s'y rendent jusqu'à plusieurs fois par semaine, bien qu'il n'y ait aucune famille. En voisins bienveillants, ils y réalisent de petits travaux d'entretien et s'assurent que personne ne vienne troubler le repos des défunts. Une histoire qui commence en 1979, presque par hasard. Lise, nouvellement installée dans la rue, croise une amie au portail du cimetière. Elle me dit « Was machst du? Que fais-tu là ?» Et alors, c'est à ce moment-là qu'elle m'a dit « Tiens, tu pourrais prendre les clés de ce cimetière, pas de problème. » Et au printemps, elle est venue me voir et elle a dit « Vous pourriez aussi entretenir. » Et c'est ce qu'on a accepté sans réfléchir, vraiment de bon cœur. Et nous l'avons fait pendant 40 ans. Si au début du 19e siècle, Winsenheim comptait la plus grande communauté juive du département, aujourd'hui il n'y reste que 2 familles. Autrefois rural, le judaïsme s'est déplacé vers les villes. Ainsi, nombre de cimetières historiques se retrouvent sans gardien. Pour les Tornard, venir en aide à la communauté était une évidence. Mon mari et moi, on est des enfants des héros du silence. Nos 2 parents étaient des résistants. Mon mari a été orphelin à l'âge de 2 ans. Son père a été arrêté par la Gestapo. Donc, c'était déjà une raison où on était attachés à beaucoup de choses. Robert ayant vécu cette enfance difficile, comme les enfants juifs. Et après, il y a eu une grande amitié avec des enfants juifs. L'aventure bénévole dure depuis 4 décennies quand monsieur et madame Tornard reçoivent le titre de veilleurs de mémoire. Ils font partie, depuis cet automne, des 22 Haut-Rhinois chargés de veiller sur les cimetières juifs du département. Nous avons dans le département 22 cimetières, dont une grande majorité où il n'y a plus de communauté. Et donc, pour éviter des problèmes en tout genre dans les cimetières, le département a proposé de créer cet organisme de veilleurs de mémoire reconnu par le département. Et donc, c'est l'élaboration de tout ce système qu'on a mis en place. Derrière cette initiative des veilleurs de mémoire, la politique de dialogue interreligieux du conseil départemental. Pour l'institution, il faut œuvrer à la bonne entente entre les différents cultes. Donc, bonjour à toutes et à tous. C'est l'objet de cette réunion qui se tient dans la mairie de Mulhouse. Autour de la table, des représentants de différentes associations de dialogue interreligieux et de différentes religions. C'est une volonté de notre présidente Brigitte Klinkert qui a souhaité réunir en synergie tous les acteurs des associations ou des groupes interreligieux du département. La première rencontre a eu lieu le 1er juillet 2018. Aujourd'hui, on en est à notre 5e rencontre. Et donc, on a toujours cette envie de travailler ensemble, de toujours progresser. À l'origine de ce dialogue, une certaine idée de l'Alsace et du vivre ensemble. De tout temps, différents cultes et cultures ont cohabité sur notre territoire. Une diversité parfois à la source de drames historiques, mais surtout creusée d'une proximité par-delà les différences. Le dialogue interreligieux, c'est une marque forte de notre identité alsacienne et il faut la préserver, il faut promouvoir cette paix sociale, il faut apprendre à mieux se connaître, à être plus tolérants l'un envers l'autre. On est dans l'accompagnement au quotidien, au plus proche des personnes qui vivent des relations interreligieuses, le bien vivre ensemble, la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et tous les signes de haine des autres. Pour être proactif dans le dialogue interreligieux, le conseil départemental organise ses rencontres. Il mène également des actions à destination des collégiens, a mis en place le dispositif des veilleurs de mémoire. Un fonds de soutien au dialogue interreligieux a également été créé pour soutenir les initiatives des cultes.
C'est un fonds qui est destiné aux associations pour leurs projets, leurs initiatives, comme par exemple le Festival du Conte, un jardin interreligieux, le calendrier interreligieux, les conférences, des rallyes photos. Donc tout ce qui a à faire à l'interreligieux, un petit coup de pouce peut être donné au niveau des associations. Le conseil départemental s'est engagé à soutenir toutes ces initiatives. Nous sommes maintenant au collège Sainte-Jeanne d'Arc de Mulhouse. Aujourd'hui, les élèves travaillent sur l'histoire d'Adélaïde Oval, une femme alsacienne qui reçut le titre de juste parmi les nations. Indignée par le sort fait aux Juifs dans la France de la Seconde Guerre mondiale, cette Alsacienne protestante n'abdiquera jamais ses valeurs humanistes, même dans l'enfer des camps de concentration. C'est vraiment cette notion d'humanité que dans des contextes politiques qui sont très complexes, avec des situations très difficiles, il y a des gens qui se sont opposés à certains régimes, à certaines idéologies, à certains principes qui étaient posés comme étant des constats et qui ont essayé de résister et de garder vraiment cette notion d'humanité au cœur de leur vie. Monté par le conseil départemental, le Fonds social juif unifié, l'église protestante réformée d'Alsace et de Lorraine, ainsi que la Fondation pour la mémoire de la Shoah, l'exposition est un exemple du dialogue interreligieux souhaité par l'institution départementale. Au travers d'Adélaïde Oval, on est à la fois dans la question de la lutte contre l'antisémitisme, on est aussi au cœur du dialogue interreligieux puisque elle était protestante et elle est intervenue surtout parce qu'elle était sur l'étoile qu'elle devait porter, amie des Juifs. Et ce très fort message, au moment où disparaissent les derniers témoins de la Shoah, les derniers témoins vivants, ce très fort message, nous voulons le porter aussi. Et dans les départements alsaciens, c'est un souhait très fort de vouloir mettre en avant ceci dans, encore une fois, des départements qui connaissent une diversité religieuse comme nulle part ailleurs en France. L'exposition Adélaïde Oval rencontre un grand succès dans les collèges. Une vingtaine d'établissements l'ont déjà réservée.